je remercie les organisateurs de l'invitation. Je vais résumer ma présentation tout de suite. Et, donc, les objectifs sont de couvrir une description très brève du syndrome de Lynch. Au niveau épidémiologie, j'aimerais discuter avec vous de nouvelles notions. Et au point de vue diagnostique, j'aimerais mettre l'accent sur le dépistage universel, ce qui sera le message le plus important de cette présentation. On va aussi parler de prise en charge préventive, surtout au niveau colorectal, et on va dire le peu qu'il y a à dire, malheureusement, sur la prévention et surveillance gynécologique. Je parle de pharmacoprévention en une ou deux diapos, et j'aimerais vous laisser sur une perspective future qui est assez enthousiasmante. Pourquoi je vais parler seulement du syndrome de Lynch? Cet après-midi, cette tarte basée sur des panels de 25 gènes sur un peu plus d'1 millier de patients nous explique pourquoi, si on la regarde comme il faut, cette tarte qu'on montre depuis 20 ans, mais cette fois-ci, on a des détails moléculaires un peu plus précis. Elle nous montre qu'à droite, on a des gènes qui n'étaient pas identifiés auparavant dans ce qui était responsable de l'agrégation familiale des 4 cancers colorectaux, qui sont déjà une pénétrance modérée, qui influe très peu sur la prise en charge. Et à droite, en bas, si vous regardez la grosse partie de la tarte, c'est le syndrome de Lynch. À côté, la deuxième plus grosse, c'est les polyposes familiales, qui ont des phénotypes spécifiques pour lesquels la génétique est peut-être un petit peu moins pertinente, mais qu'on utilise bien entendu aussi. Et après, vous avez quelques tranches minces, mais quand on parle de BRCA, PALB2 et CDKN2A, ça n'est pas pertinent en termes de mutations pénétrantes. Elles ne sont pas très pénétrantes pour le syndrome de Lynch. J'en discute en détail tout à l'heure. Le syndrome de Lynch, donc, se résume en disant que c'est un syndrome. En passant, Lynch est décédé dans la dernière année, il avait au-dessus de 90 ans. C'est vraiment son syndrome à lui, dans le sens où on a voulu le rebaptiser HNPCC, puis on est revenu à Lynch, surtout quand on a vu que HNPCC était un mauvais terme et Lynch avait adéquatement décrit dans les années 60, et même, je dirais, prophétiquement décrit tout ce qui allait se passer plus de 30 ans plus tard, en termes moléculaires. Donc, on rend hommage à Henry Lynch en lui redonnant son nom au syndrome. Donc, le risque de cancer colorectal est élevé et précoce avec des âges moyens qu'on va revoir tantôt. Risque élevé de cancer extracolique, et j'ai une liste ici. Quand on voit des glioblastomes, je ne sais pas si est-ce que ça fonctionne comme pointeur. Donc, quand on voit des glioblastomes, on appelle ça le syndrome de Turco, mais c'est un peu confondant puisqu'on appelle Turco aussi les méduloblastomes avec polypose familiale. Et quand on y voit des tumeurs sébacées, on appelle ça muir-toré du nom des deux qui ont décrit. C'est dû à une mutation de certains gènes qui sont ici la liste des 5 principaux. En fait, c'est quasi exclusivement ces 5-là. Il n'y a aucun phénotype préclinique dans le syndrome de Lynch, ce qui le distingue évidemment des polyposes. Par contre, il y a un phénotype tumoral sur lequel on reviendra très rapidement. On a depuis longtemps des statistiques sur le syndrome de Lynch, et ces statistiques étaient complètement faussées par des biais de sélection. Les études populationnelles ont commencé en Finlande, ensuite en Ohio avec le docteur de la Chapelle, et maintenant des chiffres plus récents confirment les statistiques que l'on avait. Donc, je vous invite à regarder ici, surtout, pardon, est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que vous pouvez me ramener une en arrière? C'est la rouge? OK. Donc, ce que je vous invite à regarder, c'est la somme de tout ça. Donc, tous les jeunes MMR ensemble, sur 279 de la population. Si on regarde la pénétrance pour le cancer colorectal, on voit dans cette étude qui a été publiée par le groupe de Mallorca, essentiellement des patients européens. Dans le cancer du côlon, à 40 ans, il y a déjà quelques personnes qui ont eu le cancer. Ça, c'est côlon. Ensuite, sigmoïde et rectum. Si on regarde la somme de tout ça, 75 ans, 46 et 11, on est au-dessus de 60. Pour MLH1, pour MSH2, c'est la même chose. MSH6, c'est quand même nettement plus bas, mais on a à peu près 20%. Donc ça, ce sont des chiffres qu'on retrouve dans d'autres études, incluant une étude relativement récente, genre en 2018, fin 2018, qui corrobore ces chiffres-là et qui provient d'un groupe international, mais surtout basé sur les États-Unis. L'épidémiologie du syndrome de Lynch, donc, avec ces données-là, peut se résumer de cette façon-ci. On a un porteur sur 279 à peu près dans la population, ce qui en fait la plus fréquente prédisposition génétique au cancer à forte pénétrance.
C'est aussi la cause de 3% des cancers colorectaux endométriaux. Et comme on vient de le voir, la pénétrance est très variable selon le gène, de 19 à 61%, qui sont quand même des chiffres nettement plus bas que ce qui était décrit dans les textbooks des années 80, 90 et même 2000. J'aimerais maintenant me concentrer sur l'approche diagnostique du syndrome de Lynch. On a beaucoup parlé dans le passé des critères cliniques et biologiques, les fameux critères d'Amsterdam et de Bethesda. On a maintenant des modèles probabilistiques, mais ce qui est vraiment à jour dans le syndrome de Lynch, c'est de parler de dépistage universel, et c'est ça que je vais faire dans les prochaines diapos. Pour parler de dépistage universel, il faut comprendre que dans le syndrome de Lynch, l'anomalie qui s'appelle l'instabilité microsatellite, qui est une anomalie moléculaire confinée à la tumeur, résulte de la perte de protéines qui réparent le mésappariement des bases de l'ADN. Ces protéines-là sont des protéines nucléaires qui peuvent être détectées dans le tissu tumoral très facilement. C'est une banale immuno. Comme elles se combinent les unes aux autres, on a des différentes combinaisons de patterns. J'aimerais les passer chacun d'entre eux, puisque je demande à mes résidents en gastro-entérologie de savoir ça par cœur pour les examens, et je crois que ça les aide. En tout cas, si c'était moi qui écrivais les examens, ça les aiderait, mais je pense qu'ils l'ont demandé au Collège Royal l'an passé ou l'année d'avant. Donc, l'immunophénotype le plus fréquent, c'est que les 4 protéines sont présentes. Donc, l'oncogène le plus important, c'est l'inactivation APC. On ajoute plusieurs autres mutations pour arriver à un cancer, mais on n'est pas passé par la perte de ces protéines-là. Quand on a une perte de protéines, généralement, si on perd la protéine MLH1, on va aussi perdre la PMS2 parce qu'elle se combine au niveau nucléaire avec MLH1. Si elle se combine pas, elle va être dégradée dans le cytoplasme. Donc, une tumeur qui manque du PMS2, ça peut être à cause du fait qu'il y a une mutation PMS2, ou ça peut aussi être parce que le MLH1 est absent. La cause de l'absence du MLH1 la plus fréquente, c'est l'hyperméthylation du promoteur, et c'est une cause sporadique, donc à peu près 3 fois sur 4, si vous avez cet immunophénotype-là dans une tumeur, et ça maintenant c'est fait de routine pas mal partout, c'est le plus souvent suggestif d'une cause sporadique. Cependant, c'est aussi l'immunophénotype des gens qui sont porteurs de mutation MLH1. Et la même chose pour MSH2 qui se combine avec MSH6. Donc, si votre MSH2 est absent, le MSH6 va l'être, quelle qu'en soit la cause. Et ici, on est quasiment à 50%. 30 à 50% des tumeurs qui ont ça sont de cause génétique. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air une immuno. C'est quand même pas mal simple parce que vous voyez ici MLH1. Vous n'avez pas de coloration du tout nucléaire dans la tumeur. Et vous pouvez dire, oui, il y a de la coloration nucléaire dans les cellules normal à côté, c'est votre contrôle positif, mais un autre contrôle positif. Il y a de nombreux lymphocytes qui infiltrent les tumeurs dans le syndrome de Lynch et dans les syndromes d'instabilité microsatellite sporadique. Vous voyez ces cellules-là infiltrant la tumeur dont le noyau est positif. En plus, vous avez un contrôle négatif, c'est que s'il vous manque du MLH1, il vous manque du PMS2. Donc même moi, je suis capable de lire ça. Il n'y a pas besoin d'un pathologiste pour lire ce genre de lame. Et c'est quelque chose qui n'est pas très cher. Là, maintenant, il y a des Ventana, des machines automatiques qui font ça dans beaucoup de laboratoires. Ce sont 4 immunos de plus. Je parlais à un collègue pathologiste thoracique. Je lui demandais pour un cancer du poumon, en moyenne, fait combien d'immunos? La moyenne, c'est de 4 à 6 immunos pour un cancer du poumon. Pour les blocs, eh bien, un cancer du côlon, normalement, c'est une vingtaine à une trentaine de blocs. Et les cancers gynécologiques, c'est la même chose. Donc, en termes du pourcentage de travail supplémentaire que ces 4 immunos demandent, c'est trivial. En termes de coûts supplémentaires, c'est également trivial. Et donc, les premières personnes à se pencher sur la possibilité de faire systématiquement la recherche d'instabilité microsatellite ou l'immunohistochimie pour identifier le syndrome de Lynch, croyez-le ou non, c'était les gens du Center for Disease Control à Atlanta en 2012. Donc, ces gens-là ont identifié, numéro 1, que le syndrome de Lynch était un problème de santé publique. C'est dommage qu'on n'ait pas encore rendu là au Québec, mais on avance tranquillement. Et ayant identifié ça, ils se sont dit, c'est quoi la meilleure manière de l'identifier? Ils ont modélisé, basé sur des chiffres approximatifs, différentes stratégies et sont arrivés à ceci. Et depuis ce temps-là, c'est confirmé avec des chiffres qui sont beaucoup plus précis pour avoir des modélisations très adéquates concernant le coût par analyse et par positif. Donc, je vais repasser ça rapidement avec vous.
Surtout les cancers du côlon, c'est ça l'approche universelle. On fait des immunohistochimies. Si elle est normale, mais qu'il y a une histoire familiale positive, on peut faire un conseil génétique dépendant de l'importance de l'histoire familiale. Si elle est négative, c'est terminé. Si les immunos sont anormales, donc absence de MLH1 et PLMS2 par exemple, on peut faire ceci, mais ça, on le fait pas vraiment chez nous. Si c'est positif, il n'y a pas le syndrome de Lynch qui a des mutations BRAF. Donc, si c'est négatif, ça pourrait être du syndrome de Lynch. Et là, on fait le vrai test, qui est le test d'hyperméthylation du promoteur. Et ce test-là, s'il est négatif à ce moment-là, c'est pas mal certain que c'est une mutation germinale pour le syndrome de Lynch. Si les autres protéines sont absentes, on peut passer directement au conseil génétique. L'avantage de cette stratégie-là, c'est qu'elle enrichit énormément la population de patients qui vont être véritablement porteurs de mutations parmi les personnes qui sont référées en conseil génétique. Et tout le screening avant le conseil s'est fait tout simplement au laboratoire de pathologie. Donc, énorme gain en termes d'efficacité, à la fois au niveau clinique puis au niveau de la capacité de trouver les mutations. Ceci, ça a fait son bout de chemin. Comme je vous dis, des données probantes et des chiffres plus précis se sont rajoutés. Vous pourriez dire, les Américains ont la gâchette facile. NCCN a adopté ça. American College of Gastroenterology, American Association of... Le CAP aussi, le College of American Pathologists, recommande chez tous les cancers du côlon, il recommande deux choses. Il recommande de faire le RAS, donc CARAS, chez les gens chez qui on veut donner un anti-EG à faire. Il recommande le dépistage universel du syndrome de Lynch. On pourrait dire, OK, c'est les États-Unis, ils ont la gâchette facile sur les tests. Mais là, on en a qui ont la gâchette moins facile que nous encore pour les tests, qui sont les Anglais, qui en 2017, avec NICE, qui est l'équivalent de l'INES en Angleterre. D'ailleurs, c'est quasiment mot pour mot INES, c'est National Institute for Health and Care Excellence. Donc, ils ont publié des lignes directrices pour les stratégies de tests moléculaires pour le syndrome de Lynch. Et vous retrouvez exactement ce que je viens de vous montrer dans la diapo de 2012 des gens du CDC. Donc, ça commence à faire beaucoup de monde qui nous disent que c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, si on ne le fait pas, on commence à être contre l'ensemble des guidelines internationales. Et pourtant, tout le monde hoche de la tête, ou beaucoup de gens. Et puis, moi aussi, je hoche de la tête comme vous. Mais retournons-nous de bord et regardons qui le fait chez nous. Et là, la tête va hocher dans un autre sens. Okay. Pour résumer l'approche diagnostique, donc de nos jours, partout dans le monde, peut-être sauf ici, ou en tout cas pas à certains endroits, on favorise une approche basée sur la populationnelle, sur tous les nouveaux cancers du côlon, mais cette approche-là, elle n'est pas exclusive. Si quelqu'un n'a pas de cancer du côlon, mais il arrive avec une histoire familiale épouvantable, en particulier s'il n'y a pas de bloc, on est un peu mal pris. S'il n'y a pas de bloc, ben c'est un modèle prédictif qui va nous dire s'il y a plus que 5% de probabilité, il mettrait peut-être 20 en Angleterre ou 10, je sais pas, en tout cas, ça serait vraiment 10 ici. On fait un test génétique germinal pour le panel des 4 gènes, ou 5 si on inclut EBCAM. Et si les blocs sont disponibles, eh bien on revient, pour un cas index, on revient ici. Il faut savoir qu'au Québec, les hôpitaux ont le droit de jeter leurs blocs histologiques après 10 ans, ce qui nous limite pas mal. Plusieurs sont assez zélés pour les jeter après 10 ans. Certains gardent 15, puis à McGill, c'est permanent. À l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est permanent aussi. Il faut aller les chercher loin, c'est compliqué, mais au moins on peut les récupérer. Donc ça permet non seulement d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans une famille, mais aussi de savoir quel gène aller tester. Donc ça vaut la peine de faire un effort pour les récupérer, même quand ils sont très anciens. Si ça a été fixé dans du bois, on oublie ça, mais sinon les autres fixateurs, c'est éternellement adéquat. Est-ce que l'histoire termine là? Pour pas mal de gens, ça terminerait là et ça serait déjà pas mal bon. Mais on peut aller plus loin et c'est un petit peu les perspectives futures. Nous, on fait déjà ça au CHUM, mais je pense que il faut commencer à penser à le faire ailleurs. Si on regarde les cancers de l'endomètre comme cancers qui peuvent être un signe qu'une famille peut avoir le syndrome de Lynch, la première chose, l'instabilité microsatellite ou l'équivalent qui sont des immunos anormales. On voit là une évaluation systématique de toutes les études qui ont été faites là-dessus, à la fois dans les populations sélectionnées ou non sélectionnées. Vous voyez que ça fait pas beaucoup de différence. Mais regardez le résultat.
Dans le dans le cancer du côlon, il y a à peu près 15%, 10 à 15% des gens qui ont un cancer avec de l'instabilité microsatellite et des immunopositives. C'est 2 fois plus dans le cancer de l'endomètre. Donc, c'est assez impressionnant. Et une fois qu'on a épuré cette population-là de gens positifs pour les immunos dans le cancer de l'endomètre, des gens qui ont de l'hyperméthylation du MLH1, on arrive quasiment au-dessus de 30%. Donc c'est une approche diagnostique qui est plus rentable entre guillemets, celle du cancer de l'endomètre que celle du côlon. Et pourquoi pas additif? Donc c'est ce que mes anciens collègues du Mass General Hospital à Boston ont décidé de faire. Alors j'attire votre attention sur le haut, c'est pareil à ce que je vous ai montré. Symétrique, il y a un côté côlon, un côté endomètre. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est une des difficultés que l'on a, même au Mass General, pour se rendre jusqu'au bout de la... Donc, quand vous avez identifié qu'il faut faire un work-up génétique parce que vous avez les anomalies moléculaires appropriées, là, vous avez 137 patients. Il y en a 73 qui viennent au conseil génétique. C'est pas mal, mais on est loin de 100%. Pour l'endomètre, ça diminue un peu plus, probablement parce que le syndrome de Lynch est intimement lié dans la tête des gens au cancer du côlon, et probablement même de ceux qui donnent le conseil ou même ceux qui réfèrent les patients, parce que sinon il n'y a aucune autre raison pour laquelle il y a une différence dans le pourcentage des gens qui vont au conseil génétique. Dernière chose ici, regardez, ici on a 8 sur 17, là c'est vraiment très 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 rentable comme approche. Donc quand vous voyez quelqu'un dans votre bureau, si vous êtes conseiller en génétique pour un syndrome de Lynch possible identifié sur les immunos dans un cancer de l'endomètre, vous avez à peu près une chance sur 2, là, si le travail a été bien fait avant vous, d'identifier une mutation germinale. Ça change beaucoup de mes débuts dans les années 2000 où je faisais comme une dizaine de familles à très haut risque ou plus pour arriver à des mutations. Mais ça, c'était aussi avant le MLPA, on pourrait en reparler. Donc, tout ça, ça nous permet de résumer de cette façon-là en disant que le dépistage universel, c'est pour tous les nouveaux diagnostics de cancer colorectal, mais on peut dire même chose pour les cancers de l'endomètre. À ce moment-là, on donne le conseil génétique selon le phénotype tumoral qui est identifié par ces stratégies-là, mais on continue l'identification selon les critères cliniques. Ce ne sont pas deux approches qui sont mutuellement exclusives, mais par la force des choses, si on se met à saturer nos cliniques à cause d'un nombre important de gens qui vont rentrer, au moins on va pouvoir se consoler en se disant que ces gens-là qui rentrent dans nos cliniques ont de bonnes chances de sortir avec une mutation et donc un programme de surveillance personnelle et familiale basé sur le risque réel. Et bien entendu, ça peut être en compétition avec cette partie-là, mais on peut rien y faire. C'est une question de ressources limitées. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose qui permet d'être un peu plus enthousiaste quand on parle de cancer du côlon que cancer du sein. Et c'est d'ailleurs une des seules raisons d'être enthousiaste de travailler sur le côlon par rapport au sein. C'est que dans le cancer du sein, on a pas mal de difficultés à identifier morphologiquement les lésions précancéreuses. Nous, quand on regarde un côlon, d'abord, on peut le voir au complet, et puis quasi impunément, mais je dirais que c'est quand même plus pénible qu'une mammographie. Mais surtout, on s'intéresse à l'aspect, à l'architecture microscopique du côlon depuis que nos coloscopes sont plus performants. Et cette architecture microscopique du côlon nous permet de trouver du tissu néoplasique en se basant sur l'expression normale morphologique de crypte. Donc, la crypte est l'unité architecturale microscopique du côlon et toute lésion néoplasique va avoir une perturbation de cette architecture-là. Et c'est un monsieur Kudo, un japonais, qui a commencé ça dans les années 70 et puis il a réussi à convaincre la planète au complet. C'est un des rares cas où quelqu'un travaille dans son coin pendant à peu près 10 ans et puis et plus. Et après, tranquillement, les gens se font convaincre. Et de nos jours, les gens nous parlent comme si, en gastro-entérologie, j'étais celui qui avait commencé. Et les gens, aujourd'hui, ont l'impression qu'on l'a toujours fait. Vous savez que vous faites quelque chose de bien quand les gens vous disent ça. Alors donc, pour résumer rapidement, toutes les cryptes qui ne sont pas en forme d'étoile et régulières ou en forme de points très régulièrement espacés, ça, ici, c'est mauvais. Ça devrait être beaucoup plus régulier. Dès que c'est petit, irrégulier, ou des fentes irrégulières, ou en forme de cerveau, ou ça a l'air de n'importe quoi, c'est néoplasique. Et ça nous permet, dans le côlon, d'identifier des lésions très subtiles, ce qui nous rend beaucoup de service quand il est question de faire la surveillance pour le syndrome de Lynch.
Le syndrome de Lynch a quand même des problèmes. Et je vais vous expliquer c'est quoi ces problèmes-là. En fait, on n'a pas encore la réponse complète. J'étais très content de voir ce schéma pour vous le présenter parce que c'est des choses que je pense depuis un bout de temps, puis il y a des gens qui l'ont mis en graphique. Alors, comme je suis pas aussi chanceux qu'Adeline, je dois emprunter celle des autres pour vous donner de belles photos. Et voilà l'histoire qui vient avec ça. C'est que à partir de la muqueuse normale, dans le syndrome de Lynch, il y a probablement plusieurs choix pour arriver au cancer. 3 principaux. Le premier qui est de faire un adénome comme monsieur et madame tout le monde. Et cet adénome-là, comme celui de monsieur et madame tout le monde, il peut probablement traîner à 1 mm de dimension pendant une dizaine d'années ou plus dans le côlon. Celui-là, en tout cas. Et puis, éventuellement, il va y avoir de l'instabilité microsatellite qui va se mettre là-dedans. Et là, assez rapidement, ça va devenir un adénome qui peut évoluer vers le cancer. Vous me voyez venir déjà, vous comprenez les implications pour la surveillance. Alors que dans d'autres situations, des cryptes individuelles vont devenir instables sur le plan microsatellite, elles vont accumuler les mutations, et là, ça peut aller très vite. On peut aller directement vers le cancer. J'ai eu, parmi toute ma population de patients, j'en ai eu 5 dans les 15 dernières années qui ont eu le cancer. Comme je suis à peu près 200 patients, je suis pas mal fier de ça. Une des 5, c'était une jeune dame qui avait raté une surveillance parce qu'elle avait eu un bébé. Elle est venue 3 ans après sa dernière coloscopie. J'ai enlevé une lésion sous-muqueuse de 5 mm, un peu moins que 5. Tout simplement parce que ça colorait pas avec le bleu de méthylène, j'y reviens dans un instant. Et cette lésion de 5 mm, c'était un cancer à cellules en bague. J'ai fait enlever le côlon. La pathologiste que j'ai rencontrée dans le métro, parce qu'on les voisins m'a dit « Tu nous as fait enlever un côlon normal ». Heureusement pour moi, malheureusement pour elle, elle avait un ganglion qui a convaincu la pathologiste que c'était vraiment... 6 ans plus tard, on peut en rire un peu parce que après, avec la chimio, elle a guéri de ça. Donc c'est mon seul cancer du côlon à cellules en bague que j'ai guéri. Mais tout ça pour vous dire que j'ai une expérience personnelle que ce pathway-là peut fonctionner. Mais comme vous voyez, l'épaisseur du trait est plus mince parce que c'est probablement pas très très fréquent. Heureusement, parce que sinon, vous comprenez que la surveillance servirait à rien. Vous avez compris que je suis tombé pratiquement un peu par hasard sur ce cancer-là chez cette patiente-là. Un autre problème que l'on a dans le syndrome de Lynch, donc à part la vitesse à laquelle les lésions se développent, c'est que ces lésions-là sont subtiles. Donc je ne veux pas trop passer dans les chiffres, mais vous voyez, les chiffres sont supérieurs en ce qui concerne des adénomes plats par rapport aux adénomes plats des contrôles, des adénomes festonnés. Je devrais revenir en arrière et vous dire que la morphologie qui correspond à ça, c'est l'adénome traditionnel avec une bosse dans le côlon. Et ça, c'est une lésion plane qu'on appelle l'adénome festonné. Et c'est Jeremy Jass qui est malheureusement mort maintenant, mais qui avait décrit tout ça en Australie. Après, il est allé à McGill et ça a été vraiment le père de ce pathway-là, qui est sporadique et dans le syndrome de Lynch. Il a montré la corrélation entre la morphologie et les aspects moléculaires. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que dans le syndrome de Lynch, les lésions néoplasiques, qu'elles soient festonnées et donc très subtiles, ou adénomes, sont encore plus subtiles parce qu'elles sont encore plus plates que chez les contrôles. Donc, on comprend pourquoi il y a une trentaine d'années, des gens appelaient ça le flat adenoma syndrome. C'est parce que c'est malheureusement difficile d'identifier les lésions. Alors, à cause de ça, j'ai eu l'idée, et puis c'est arrivé un peu après d'un collègue à Georges Pompidou, d'adapter une technique pour la détection précoce de lésions néoplasiques dans le côlon, spécifiquement mise au point pour la colite ulcéreuse par un collègue de Mayence en Allemagne au syndrome de Lynch. Mon collègue de Georges Pompidou a publié ses résultats en 2006. Moi, j'ai pas encore publié les miens, mais vous comprenez que quand on voit pas grand-chose ici, ici c'est de l'indigo-carmin qu'on utilise en France. Moi, j'utilise plus le bleu de méthylène parce qu'il y a une partie qui est absorbée et les adénomes ne l'absorbent pas. Ça augmente le contraste et ça nous permet de trouver 2 à 3 fois plus de lésions que ce que l'on ferait si on faisait une endoscopie conventionnelle. Donc, la chromo-endoscopie dans le syndrome de Lynch a été généralement adoptée en France. Malheureusement, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, où vous voyez une muqueuse qui a l'air normale, puis des changements qui sont très, très dysplasiques, qui ne sont pas visibles parce qu'il n'y a aucune surélévation. Ici, même chose, c'est un peu moins subtil. Ça se verrait à l'œil nu, mais vous voyez les détails architecturaux beaucoup mieux. Malheureusement, comme tout ce qui est très operator dependent, pour me permettre un anglicisme, mais moi j'ai le droit parce que je viens pas de McGill, donc c'est assez conflictuel toutes les données qu'on a là-dessus, et donc je peux pas vous montrer
de la littérature médicale qui nous permet de dire que la chromoendoscopie est supérieure aux autres. Moi, je suis convaincu que ça l'est, mais il va falloir des études mieux faites sur un plus grand nombre de patients et surtout une meilleure formation des chromoendoscopistes pour pouvoir vous montrer des diapos qui montrent que ça vaut vraiment la peine de le faire. Un autre problème que l'on a, c'est, à part quand on fait une coloscopie, trouver ce qu'il y a à trouver, incluant les lésions subtiles. J'espère que vous êtes convaincu qu'elles le sont dans le syndrome de Lynch. C'est aussi à quelle fréquence on fait les examens. Alors, on est chanceux d'avoir dans la dernière année une étude qui a regardé 3 pays qui avaient 3 protocoles différents. Donc, l'Allemagne faisait des colos aux années, avec beaucoup de disciplines, évidemment la discipline germanique, la Hollande un peu moins, et puis en Finlande à tous les 2 à 3 ans. Même si c'était les premiers à faire de la surveillance pour le syndrome de Lynch. Et quand on a comparé les 3 pays et leurs cohortes, qui sont quand même des cohortes assez importantes, 3000 patients, on a remarqué qu'il n'y avait aucune différence sur le risque de développer un cancer du côlon et aucune différence dans les stades quand on en trouvait un. Autrement dit, les auteurs nous disent, ça fait-tu vraiment une différence faire la coloscopie aux années, aux 2 ans ou aux 3 ans? Heureusement, ils prétendent pas avoir la réponse, mais au moins ils posent la question. Alors, la réponse, moi, je vais vous la donner, mais c'est pas une réponse officielle. C'est qu'ils ont beaucoup trop de cancer du côlon dans leur cohorte et ils n'enlèvent pas assez de polypes. Donc, si vous ne faites pas des coloscopies très, très performantes, vous allez rater les parties du bas du diagramme de carcinogénèse que je vous montrais et vous attrapez juste celle du haut et ça, ce sont des polypes qui traînent longtemps avant d'acquérir l'instabilité microsatellite. Ça serait facile à prouver, il y aurait juste à regarder le pourcentage d'instabilité microsatellite dans leurs adénomes. D'ailleurs, je pourrais faire la même chose pour les miens et on pourrait peut-être avoir des conclusions plus sérieuses avec ça, mais je pense que c'est l'explication de ces données-là. Pour conclure sur la surveillance colique, je vous présente les recommandations du American College of Gastroenterology, qui était le nom de l'organisme que Adeline cherchait à vous... non, c'était pas eux, c'était les AGA, mais c'est correct. Donc, ce que ça nous dit, c'est de faire une coloscopie annuelle, de la considérer chez les porteurs de mutations confirmées. Mais l'important, c'est que même si la recommandation est forte, les preuves, les données probantes sont pas très très fortes. Donc, si je résume la surveillance colique, il y a une combinaison de carcinogénèse accélérée et de lésions précancéreuses subtiles qui rend la surveillance un défi. Il y a un choix qui est logique d'une coloscopie avec une image améliorée, chromoendoscopie, mais il existe d'autres aides optiques qui améliorent la capacité de détection des polypes. C'est logique aussi d'avoir un intervalle court entre les examens, mais on n'a pas de données probantes pour ça. Et en l'absence de données probantes, pourquoi pas se laisser guider par le phénotype colique. Donc, quelqu'un qui vient de faire un polype de 1 cm, alors qu'à l'année passée, il n'y avait rien, c'est peut-être une bonne idée de refaire la coloscopie dans 1 an plutôt que 3. OK, encore une fois, c'est du jugement clinique, puis méfiez-vous du jugement des experts, vous avez autant de jugement qu'eux. On va parler des cancers gynécologiques, prévention et surveillance. Je ne sais pas comment on fait pour le temps en ce moment. Quasiment 4 heures. Là, on a commencé un petit peu tard. Mais je sais pas on est un peu tard. Je vais accélérer. De toute façon, malheureusement, alors j'inclus ça parce qu'on est avec le réseau rose. Mais malheureusement, j'ai pas tellement de choses à vous montrer. Alors, je vais vous montrer au moins ce qui est connu. Donc, prévalence de la pénétrance du syndrome de Lynch pour les cancers gynécologiques avec MLH1, MSH2 ou MSH6, on est aux environs de 50% pour les ovaires. Donc, le mythe qui dit que MSH6 est plus pénétrant pour l'endomètre, c'est simplement parce qu'il est moins pénétrant pour le côlon qu'on voit qu'il est plus pénétrant pour les ovaires, l'endomètre. Pour les ovaires, on va revoir, enfin, je peux vous montrer les chiffres. C'est 10%, mais regardez ce qui est important ici, c'est que à 50 ans, il y a déjà 6,8 sur 10. Donc, c'est très précoce pour les ovaires. C'est ça la grande distinction entre endomètre et ovaire. Si je parle un peu du cancer de l'endomètre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Cancer sentinelle dans la moitié des cas, ça veut dire que dans la moitié des gens qui ont un cancer causé par le syndrome de Lynch, le premier cancer, si c'est une femme, évidemment, ça va être celui de l'endomètre. Donc, faut pas le négliger. Par rapport au cancer sporadique, l'âge est précoce, mais pas très précoce. La mortalité est très, très faible. On parle de 90% de survie aux 5 ans dans quelques séries que j'ai regardées.
L'IMC est inférieur au cas sporadique, c'est vraiment beaucoup de l'obésité qui est un facteur de risque. Mais il y a des facteurs de protection qui ont été identifiés dans une étude de JAMA et qui sont les mêmes que pour l'endomètre sporadique, ménage tardif, multiparité, puis utilisation contraceptive. Malheureusement, on n'a pas de données probantes en surveillance. Pour l'ovaire, c'est encore pire. J'ai ici quelque chose qui vous montre que si vous vous servez du cancer de l'ovaire comme cancer sentinelle pour le BRCA, vous performez très bien. Vous allez trouver du BRCA. Par contre, pour le syndrome de Lynch, ça ne vaut pas grand-chose. Si vous essayez d'enchérichir votre population de cancer de l'ovaire pour essayer d'en faire un cancer sentinelle dans le Lynch, dans les cas où il y a une histoire aussi de cancer de l'endomètre ou un cancer du côlon, ça va augmenter un peu, mais on est dans les 2-3%. Donc, le cancer de l'ovaire n'est pas un bon cancer sentinelle dans le syndrome de Lynch. Et si j'en viens maintenant aux lignes directrices, c'est un petit peu désolant parce que c'est du low quality of evidence, c'est du very low quality of evidence. On sait au moins une chose, c'est que quand on opère une femme qui n'a pas de cancer de l'utérus et des ovaires et qu'on lui fait une hystérectomie, ovariectomie, on sait deux choses. La première, c'est que on peut sans risque donner du remplacement hormonal et qu'elles ne feront pas de cancer de type ovarien une fois qu'on a enlevé les ovaires et puis 0 pour l'utérus aussi. Pour le cancer du sein, une petite série de 35 000 patients qui nous montre que ça n'est pas un cancer sentinelle pour le syndrome de Lynch, 1 à 2%. Si on regarde le problème à l'envers et qu'on regarde le cancer du sein dans le syndrome de Lynch, une seule série prospective avec un risque de 3,95. Si on regarde l'instabilité microsatellite ou les immunoanormales dans le cancer du sein chez les femmes qui ont le syndrome de Lynch, on va en trouver à peu près la moitié. Donc, ça serait logique de dire que le syndrome de Lynch double le risque de cancer du sein, ce qui en justifie pas d'aller faire une surveillance différente de celle de la population générale. Et c'est ce que l'on retrouve dans les guidelines en pied de page ici. Là, c'est Screening Beyond Population-Based Recommendation n'est pas recommandé ni pour l'urine, tractus urinaire, pancréas, prostate et sein dans le syndrome de Lynch. Et je vais parler un peu de pharmacoprévention, mais comme le temps avance vite, puis que j'aimerais me concentrer plus sur le vaccin, je vais parcourir ça très rapidement. Donc, il y a des Anglais qui ont eu l'idée de prendre quelques amis d'autres pays. Ils ont appelé ça une étude internationale. Ils ont donné 600 mg d'aspirine par jour dans un essai prospectif randomisé contrôlé sur 2 à 4 ans, à peu près 1 millier de personnes, donc à peu près 500 contrôles, 500. Quand ils ont publié leur étude à 4 ans dans le New England, c'était rare que le New England publie une étude négative. Vous voyez, à 4 ans, c'est parfaitement négatif. Ça, c'est la courbe de survie sans cancer du côlon. Aspirine versus placebo en bleu. Et ça, attendez, ça, c'était cancer du côlon. Et ici, c'était le PER protocol, c'est-à-dire les gens qui ont réellement pris leur aspirine. Donc, à peu près la même chose dans les deux cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont republié, mais en 2011, avec 10 ans de suivi. C'est pas 10 ans de suivi moyen, c'est 5 ans de suivi moyen. Les courbes se séparent et ça devient significatif un peu avant la fin de l'étude. Ils ont dit, les patients qui ont le syndrome de Lynch devraient prendre de l'aspirine. 600 mg, c'est une tonne d'aspirine. Ils n'ont pas regardé de façon très précise et ils n'ont pas préspécifié l'issue d'effets secondaires digestifs. Donc, selon moi, c'est une grosse erreur de l'étude. Ils n'ont pas non plus compté le nombre de colos ni le nombre d'adénomes dans la seconde partie de l'étude. Donc, on ne sait pas trop si c'est une intensification de la surveillance qui a conduit à des changements de ce genre-là. Et on ne sait pas non plus, et c'est ça qui est le plus important, si ceci ajoute quelque chose à la surveillance colique ou non. Donc, ça fait dire à mes collègues américains qu'il n'y a pas d'intérêt à donner de l'aspirine pour l'instant en attendant des données plus sérieuses. Mais NICE, cette année, en faisant un wrap-up de tout ce qui est des recommandations à faire sur le cancer du côlon, l'équivalent du NCCN, concernant tout ce qui a à voir avec chimio, détection précoce, dépistage et tout, ont inclus un petit paragraphe sur la prévention et recommandent l'aspirine. Ce sont les seuls à le faire. Donc, au cas où les gens se posent la question, la réponse pourquoi NICE dit ça, eh bien, je peux vous dire que ce sont les seuls soldats qui semblent marcher au pas dans l'armée pour l'instant. Je dis pas qu'on n'en prescrira pas de l'aspirine, mais peut-être après le CAP3 trial, qui va nous donner une idée si une dose beaucoup plus raisonnable d'aspirine peut avoir des effets semblables. Alors, parlons maintenant un peu du vaccin pour le syndrome de Lynch, parce que c'est réellement excitant.
Mais avant de parler du vaccin, on n'a pas le choix de faire un petit peu de biologie moléculaire. De toute façon, tout le monde en fait dans la salle. Alors, je pense. Donc, revenons à un gène qui est très pertinent, qui est le gène TGF-bêta receptor 2, qui a dans sa région codante un poly-A sur lequel la polymérase glisse tout le temps, elle se trompe, et ça prend la machinerie impliquée dans le syndrome de Lynch pour le réparer. Quand on le répare bien, on a le bon nombre de bases, on a le bon peptide. Ce peptide est dégradé dans la cellule, ça fait des auto-antigènes qui sont tolérés, et les CD8 se tiennent loin de l'épithélium normal. C'est la situation normale. Quand on a la perte de MLH1 parce qu'on a perdu une copie par mutation, l'autre par hyperméthylation, ou alors on l'a par le syndrome de Lynch, ce qui va se passer, c'est que la polymérase va glisser, mais cette fois-ci, ça ne sera pas réparé. Si vous perdez une base A, tout le cadre de lecture est modifié. Vous allez avoir ce qu'on appelle un néopeptide jusqu'au prochain codon stop. Ce néopeptide-là, quand il est dégradé, il est reconnu comme quelque chose d'étranger dans la cellule. C'est un fait. C'était une hypothèse. Il y a un certain temps, maintenant, on peut dire que c'est un fait. Et donc, ces peptides-là sont immunogènes et stimulent l'immunité cellulaire. Et cette immunité cellulaire-là peut détruire les cellules qui en contiennent. Alors, pourquoi on développe le cancer à ce moment-là? C'est probablement parce qu'il y a des mécanismes comme des signaux inhibiteurs qui sont physiologiques, mais qui ont été développés de façon évolutive et adaptive, si on veut, par les cellules tumorales. Donc, une cellule tumorale qui va fabriquer par hasard le ligand pour le PD1, eh bien, elle va survivre parce qu'elle va empêcher la cellule CD8 positive. C'est ça, ça déclenche l'apoptose de cette cellule cytotoxique. Donc, elle va pouvoir survivre et pousser. Et si vous donnez un inhibiteur de PD1, un anti-PD1, à ce moment-là, vous pouvez restituer à l'individu son immunité. Et ça, c'est pas de la chimio, c'est ça qui est formidable dans l'immunothérapie. C'est le patient lui-même qui se débarrasse de son cancer. Donc voilà l'idée évidemment, vous pouvez faire ça in vitro, mais vous pouvez aussi faire ça in vivo. Alors, on a fait ça, effectivement. Et quand ça a été présenté il y a 4-5 ans à l'ASCO, l'American Society of Clinical Oncology, ça a vraiment fait une bombe, cette étude-là. On a donné du pembrolizumab, qui est un anti-PD1, à des gens qui avaient, pas tous le syndrome de Lynch, en fait la plupart non, mais qui avaient des cancers avec instabilité microsatellite. Alors, regardez ce qui arrive avec les marqueurs tumoraux. En bleu, c'est des gens qui ont des cancers avec instabilité microsatellite. Les marqueurs tumoraux s'effondrent quand on donne le traitement. Et chez les autres, ça monte. Quand on regarde la grosseur de la tumeur, eh bien, chez les gens qui n'avaient pas d'instabilité microsatellite, les tumeurs progressent. Il faut dire que c'est des gens qui sont métastatiques réfractaires au traitement, qui ont été choisis pour ce protocole-là. Alors, il y a des gens métastatiques réfractaires au traitement. Ça, c'est dû aller voir le prêtre et puis le salon funéraire. Regardez, là, ça, c'est tous des gens qui ont répondu. Puis on a des survies très intéressantes. D'ailleurs, quand ça a été publié, on n'avait même pas de survie moyenne dans ce groupe-là, tellement c'était bon. Donc, ce que je viens de vous montrer comme schéma dans la diapo qui précède, ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et cette étude-là nous a montré que c'était le cas. Seul problème, grosse déception, ça ne marche pas aussi bien dans le syndrome de Lynch que dans les tumeurs avec instabilité microsatellite. Et ça m'a pris quelques années pour me figurer pourquoi mes confrères de Heidelberg, qui sont les premiers à travailler sur un vaccin pour le syndrome de Lynch, ont compris avant moi. Et d'ailleurs, on m'en a fait part. Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là ont regardé les cellules cancéreuses dans le syndrome de Lynch vont faire toutes sortes de choses. Elles vont pas seulement fabriquer des ligands comme PDL1, PDL2 pour aller inhiber les cellules cytotoxiques. Elles vont aussi manipuler leur propre machinerie cellulaire de présentation des antigènes de manière à moins présenter des antigènes tumoraux. Vous savez lesquels, nos fameux néopeptides dus à l'instabilité microsatellite. Une façon facile, c'est de sous-exprimer la bêta-2 microglobuline, et c'est-à-dire un gène qui est fréquemment muté dans le mélanome. C'est ce qui empêche le mélanome de répondre à l'immunothérapie. Et eux ont identifié 3 autres cibles assez fréquentes, de sorte que si on regarde tous les cancers avec instabilité microsatellite, on a à peu près 54% de mutations dans les voies de présentation des antigènes. Ça explique la tolérance l'immunotolérance dans le syndrome de Lynch. Et quand on y pense, c'est logique. Le cancer s'est développé avant que ça soit du cancer, il y avait déjà de l'instabilité microsatellite, donc un milieu très fortement antigénique. Pour que le cancer puisse pousser et devenir réellement envahissant, il faut qu'il échappe à l'immunité. Donc, dans le syndrome de Lynch, c'est très précoce l'expression de néo-antigènes, et donc très précoce la capacité de la tumeur, si elle veut se développer, de
d'inhiber le système immunitaire. Tandis que les gens qui ont une instabilité microsatellite sporadique, c'est probablement un événement assez terminal dans la différenciation, ce qui donne le temps au système immunitaire des patients de se réveiller plus facilement parce qu'il s'est endormi à la dernière minute. C'est ça qui a permis la tumeur de pousser finalement. Et ça expliquerait les meilleurs résultats des anti-PD1, PDL1. Vous allez me dire, tout ça, c'est des mots, puis effectivement, ça l'est, mais on a des preuves. Donc, je vous montre ça, c'est un fouillis, là, mais les barres verticales très hautes, c'est des protéines mutantes qui sont injectées à 3 volontaires sains. Et puis, ça monte, ça déclenche, ça monte, c'est-à-dire les CD8 qui produisent l'interféron gamma deviennent beaucoup plus abondants. Donc, vous et moi, si on nous injecte ces néopeptides, on réagit. Les gens qui ont le syndrome de Lynch, plus on de lymphocytes qui infiltrent leur tumeur, plus ils ont aussi de ces anticorps-là. Donc, on a des preuves de ce mécanisme-là. Et là, ce qui est nouveau de cette année, et je ne sais pas si ça a eu l'effet d'une bombe au American Association for Cancer Research Meeting parce que j'y étais pas, mais je vais au moins vous parler de l'étude. C'est cette étude qui nous montre qu'un vaccin, ça fonctionne, mais dans un modèle de souris. Alors, ils ont été prendre des régions microsatellites codantes, ils ont été les identifier dans un modèle de souris du syndrome de Lynch. Ensuite, ils ont identifié les peptides. Ensuite, ils ont trouvé lesquels étaient les plus immunogènes. Ils ont vacciné leurs souris. Et le résultat, c'est ça. Réponse immunitaire cellulaire anti-néopeptide qui était facile à démontrer, réduction de la tumorigénicité interstitionnelle et prolongation de la survie. Tout ce qui nous reste, et puis je termine là-dessus, tout ce qui nous reste, c'est de voir les résultats chez les humains maintenant. Et je pense qu'on a le droit de s'attendre à ce que le syndrome de Lynch soit la première cause de cancer humaine pour laquelle un vaccin sera efficace en prévention. Il y aurait une logique derrière ça. Et j'aimerais finir cette présentation-là sur une question. Parmi les gens qui travaillent dans la pièce, il y en a qui ont la responsabilité d'identifier ces personnes-là. On en a encore 20 à 25 000 à identifier au Québec. Ça serait bien qu'on les ait identifiés avant que le vaccin devienne disponible. Je vous remercie.